Dans tous les mangas et plus particulièrement dans JoJo, les antagonistes majeurs sont extrêmement importants pour le déroulement de l'histoire et en posent souvent la plupart des enjeux. Mais à cause de cette attention démesurée qui leur est portée, on en oublie souvent les autres antagonistes. Ces personnages qui sont là, qui sont très importants pour le scénario et surtout pour le développement des protagonistes, mais qu'on a tendance à oublier ou inconsciemment à sous-coter. Et bien aujourd'hui, j'aimerais en parler et faire un classement pour savoir quel antagoniste mineur est le plus puissant de JoJo's Bizarre Adventure. Avant tout, sachez que contrairement à la vidéo sur les JoBro, ici je ne me limiterai pas à un personnage par partie, car j'estime que pour certaines, il y a plusieurs antagonistes qui jouent un rôle clé et qui méritent leur place dans cette vidéo. Commençons sans plus attendre avec Phantom Blood. Pour cette partie, je pense que le seul personnage pouvant intégrer la vidéo serait Tarkus. Même si c'est vrai qu'il n'a pas un super développement et qu'il n'est présent que dans un seul combat, il est quand même, à mon sens, le zombie le plus puissant de Dio. Et il a quand même réussi l'exploit de venir à bout de Antonio Zeppeli, qui est quand même le JoBro de la partie. Et au-delà de ça, je ne pense pas que des personnages comme Blueford, qui est devenu gentil, ou Wang Chan, qui est vraiment trop faible, puissent faire partie de la vidéo. Donc, en termes de puissance, Tarkus est en vrai un zombie extrêmement fort, ayant une force et une résistance excellentes. Mais au vu des stands auxquels il va avoir affaire dans la vidéo, il n'est que assez fort. Ensuite, pour Battle Tendency, on a déjà plus de matière, avec Wamuu et AC/DC qui constituent des menaces durant presque toute la partie, et qui sont, même par rapport aux standards de puissance actuels, d'une très grande puissance. Par contre, pour d'autres personnages qui auraient pu être choisis, on aurait pu penser par exemple à Straizo ou Santana, mais les deux ont le même problème, c'est qu'ils n'ont vraiment pas assez d'impact sur le scénario pour pouvoir se démarquer réellement des autres antagonistes. Donc, en termes de capacité, Wamuu, en plus du bagage classique de tous les hommes du pilier, possède un mode du vent, lui octroyant pas mal de capacités très intéressantes. En effet, il lui permet de sonder les mouvements de l'air autour de lui, le rendant insensible à toute attaque surprise, et également de générer de l'air, ce qui lui permet d'utiliser deux attaques offensives principales, la brèche atmosphérique et la tempête de sable, mais aussi de se créer une combinaison d'air lui permettant de résister au soleil, ce qui est un énorme avantage pour un homme de pilier, mais surtout d'être invisible, pouvant lancer des attaques surprises très facilement. De son côté, AC/DC lui possède un mode du feu, lui donnant la capacité de monter la température de son sang jusqu'à 500 degrés Celsius, qu'il peut utiliser pour faire fondre directement son ennemi. Donc bon, par rapport à Tarkus, il n'y a pas vraiment match. Déjà que les vampires paraissent pitoyables comparés aux hommes du pilier, alors les zombies, on n'en parle même pas. Cela dit, on peut se demander lequel des deux hommes du pilier est le plus puissant. Et en vrai, là, il n'y a pas photo. Wamuu a beaucoup plus de capacités, toutes plus intéressantes que celles de AC/DC. Et bon, je les mets quand même tous les deux au même rang, car leur écart de puissance n'est pas non plus énorme. Maintenant, pour les antagonistes mineurs de Stardust Crusaders, il y a vraiment pas mal de choix. Mais j'ai écarté deux personnages qui me semblent être les plus pertinents pour cette vidéo. Déjà, on a Enya, qui est le bras droit de Dio, lui ayant appris tout ce qu'il sait sur les stands en plus de lui en avoir offert un. Mais au-delà de ça, elle est également une manieuse de stand très puissante. En effet, son stand Justice n'a pas de matérialisation solide, étant donné qu'il est constitué de gaz, et plus précisément de brouillard, caractéristique qui peut paraître anecdotique, mais qui se montre extrêmement utile pour éviter toute attaque physique, et surtout agir sur une immense surface. Donc ce Justice a la capacité de s'engouffrer dans le moindre trou d'un corps, qu'il soit mort ou vif, et de le contrôler, pouvant ainsi se créer une véritable armée de zombies télécommandés. Ensuite, le deuxième personnage serait Vanilla Ice, car même s'il n'a pas la même importance scénaristique que Enya, il n'en est pas moins marquant, notamment par sa puissance démentielle. En effet, en plus d'être un zombie, Vanilla Ice possède un stand extrêmement puissant, lui permettant très globalement d'effacer l'espace partout autour de lui. Pour leur classement, bien que Justice soit très intéressant, je doute qu'il puisse rivaliser avec la puissance des hommes du pilier, qui n'auront sans doute pas de mal à survivre aux zombies le temps de trouver et de tuer Enya. Par contre, je pense qu'il pourrait vaincre Tarkus à force de zombies qui lui sauteraient dessus, pouvant au moins le retenir jusqu'au lever du soleil. Donc je mettrai Enya juste au-dessus de ce dernier. Et pour Vanilla Ice, je ne pense pas qu'on ait besoin de s'éterniser, et qu'il est clairement au-dessus des autres. Maintenant, pour les antagonistes de la partie 4, j'avoue que c'était un peu plus dur, car la plupart des ennemis rencontrés dans cette partie deviennent au final des alliés du Moriogang.
mais j'ai quand même relevé deux personnages. Le premier est un des premiers antagonistes qui nous a été introduit, Keisho Nijimura. En effet, bien qu'il soit mort assez vite, il est quand même à l'origine de la plupart des stands présents dans la partie, comme par exemple Echoes ou The End. Mais il faut avouer que ses capacités ne sont pas folles. En effet, son stand Bad Company est une colonie de petits soldats de plomb autonomes, pouvant tirer de petites balles. Donc bon, je doute qu'il puisse faire quoi que ce soit face aux hommes du pilier ou même contre Crime. Et même contre Justice, je doute qu'il puisse résister très longtemps face à une horde de zombies, donc il n'est que moyen. Ensuite, le deuxième antagoniste serait Akira Otoichi, qui, bien que pas ultra développé en tant que personnage, plane quand même sur toute la première partie de Diamond is Unbreakable à travers son Red Hot Chili Pepper, en y faisant office de réel méchant numéro 2 juste derrière Kira. Son stand peut se déplacer à travers toutes sortes de courants électriques et devient de plus en plus puissant en présence d'électricité. Mais cette capacité qui fait toute sa force peut également constituer une faiblesse, car dans un contexte comme celui de son combat face à Okuyasu, il ne peut presque rien faire et doit désespérément chercher un courant électrique pour augmenter sa force. Malgré ça, je pense tout de même qu'il surpasse Bad Company, qui ne pourrait même pas lui faire du mal avec ses projectiles. Et même face au Justice de Enya, je pense qu'il pourrait s'en sortir facilement si tant est qu'elle agisse dans un endroit électrifié. Ensuite, Tarkus a beau être très fort physiquement, je considère que le potentiel de Red Hot Chili Pepper est bien supérieur, pouvant même rivaliser à un certain moment avec Crazy Diamond. Par contre, ce potentiel a quand même des limites. Et ici, elles s'appellent Wamu et AC/DC, qui sont vraiment juste trop forts pour Red Hot Chili Pepper. Donc je le mettrai juste en dessous de ceux-ci. Ensuite, pour les antagonistes mineurs de Golden Wind, je vois encore une fois deux personnages pouvant faire partie de la vidéo. Déjà, on a Risotto Nero, qui est le chef de la squadra exécutionnée qui a orchestré la plupart des combats de la partie, et qui, en plus de ça, est, excepté les protagonistes, celui qui a réussi à mettre le plus mal en point le boss de la passionnée. En plus de ce poids scénaristique très important, Risotto possède un stand extrêmement puissant, juste parfaitement taillé pour un assassinat et dont il nous a montré une maîtrise sans faille. Ce stand métallique possède la capacité de contrôler le métal, qui peut paraître un peu simpliste comparé aux autres capacités de Golden Wind, mais écoutez, il semble que les capacités les plus simples sont souvent les meilleures. Car en effet, cette capacité lui permet de matérialiser des objets directement via le fer présent dans le sang de n'importe quelle personne, permettant de tuer ses adversaires de l'intérieur par deux biais différents. Déjà, en lui créant de graves liaisons internes liées aux objets souvent coupants créés dans l'organisme, et aussi en menant sa cible à souffrir d'une carence en fer, celui-ci étant utilisé dans la création des objets le mettant déjà en difficulté. C'est donc une technique à double tranchant redoutable, mais surtout même pas sa principale, car ce qui fait toute l'efficacité de Metallica, c'est sa capacité à rendre son manieur invisible, en utilisant des petites particules de métal pour réfracter la lumière autour de Risotto. Ainsi, il peut approcher n'importe qui sans le moindre risque d'être repéré. Donc ce stand est sans aucun doute plus puissant que Tarkus ou Bad Company, et même face à Enya, le fait qu'il soit invisible le rend juste trop fort. Et du coup, en prenant ça en compte, il serait même plus fort que Red Hot Chili Pepper. Mais face aux hommes du pilier, même si dit comme ça peut paraître évident qu'il perdrait, je pense qu'il y a vraiment débat. Car AC/DC n'aurait tout simplement aucun moyen de repérer Risotto, donc celui-ci pourrait tout simplement le tuer de l'intérieur comme il en a l'habitude. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment être sûr qu'une carence en fer puisse venir à bout d'un homme du pilier, qui ne semble sensible qu'à l'onde. Mais pour cette vidéo, je vais quand même partir du principe que oui, à un certain niveau, le manque de fer peut tuer un homme du pilier. D'après ce postulat, AC/DC ne semble pas capable de vaincre Risotto. Mais de son côté, Wamu aurait beaucoup plus de chance, car il est capable de ressentir avec beaucoup de précision les mouvements de l'air, pouvant ainsi repérer Risotto même s'il est invisible. Ensuite, le deuxième antagoniste que j'ai retenu pour Golden Wind, c'est Cioccolata, car s'il n'est pas aussi important que Risotto dans la narration de Golden Wind, il a quand même une aura au sein de la passionnée, étant le seul de ses membres à faire réellement peur à Diavolo par sa puissance tout simplement incroyable. Et en plus, il est quand même à l'origine du Muda Muda le plus long de Giorno.
Et en parlant de puissance, son stand Green Day a tout simplement la capacité de répandre de la moisissure dans l'air qui se développe chez tous les êtres vivants qui vont vers le bas. Ainsi, même un pouvoir surpuissant comme The World ou King Crimson aurait du mal à survivre à ça. En plus de ça, Chocolata utilise cette moisissure pour augmenter son agilité en combat, pouvant se disloquer des parties du corps sans beaucoup de risques. Donc en termes de classement, on ne va pas s'éterniser. Je pense que tous les antagonistes vus jusqu'ici ne peuvent rien faire contre lui. Que tu sois humain, zombie ou même homme du pilier, la moisissure finira forcément par te consumer. Le seul à pouvoir surpasser Green Day serait Vanilla Ice avec son crime, car en changeant de dimension, il pourrait éviter les effets de la moisissure et donc tuer Chocolata. Ensuite, je n'ai retenu qu'un seul personnage pour la partie 6, et c'est Sportmax, car je ne considère pas que d'autres personnages comme les fils de Dio, qui ne sont pas assez uniques du fait qu'ils soient 3, ou les autres manières de Pucci soient assez importants dans la partie. Car en effet, Sportmax est d'une importance capitale dans Stone Ocean, son stand étant une des composantes majeures du plan pour atteindre le paradis. D'ailleurs, tant qu'on en parle, ce stand s'appelle Limp Bizkit. C'est un stand phénomène qui permet à son manière de transformer des âmes d'êtres vivants en zombies invisibles, et accessoirement de se transformer lui-même en zombie si jamais il venait à mourir. Et en vrai, même si dit comme ça ne paye pas de mine, ce stand peut être d'une efficacité redoutable, en créant des armées d'ennemis immortels, très puissants et invisibles. Donc face à Bad Company, c'est très vite vu. Et en vrai, même face à Enya ou Tarkus, il n'y a pas photo, car ce pouvoir est littéralement la version améliorée de Justice, pouvant créer des êtres semblables à Tarkus mais en invisible. Après, face à Red Hot Chili Pepper, c'est déjà plus serré, car dans la partie 6, ce sont des stands moins forts que celui-ci qui ont vaincu Sportmax. Mais en vrai, le groupe de Jolene a eu pas mal de chance, et je pense que si Sportmax joue bien son coup, il pourrait vaincre Red Hot Chili Pepper dans la plupart des cas. Par contre, je ne pense pas qu'il pourrait aller beaucoup plus loin. Car déjà que les hommes du pilier assimilent les vampires avec une facilité déconcertante, alors de simples zombies, invisibles ou pas, ça ne leur posera aucun problème. Et pour Risotto, là c'est un peu plus complexe, ça serait un peu un combat d'aveugle. Mais je donnerai quand même l'avantage à Risotto, car je pense que vu qu'il peut contrôler le métal, il doit être capable de le ressentir, et donc de localiser les zombies de Limp Bizkit là où eux ne peuvent absolument pas le voir. Maintenant, pour Steel Ball Run, je n'ai encore une fois relevé qu'un seul personnage, Diego Brando, qui constitue dans la partie 7 un camp à part entière, n'étant allié ni à Valentine ni au protagoniste, ce qui lui donne un énorme intérêt scénaristique qu'aucun autre personnage de cette partie n'égale. Donc il possède le stand Scary Monster qui lui permet à la fois de se transformer en dinosaure, augmentant grandement ses capacités physiques, que de créer d'autres dinosaures à partir d'autres êtres vivants, lui permettant, un peu comme Limp Bizkit, de se créer une véritable armée de monstres surpuissants. Pour lui, je ne vais pas vraiment m'éterniser sur le classement, étant à peu près comme Limp Bizkit, j'estime qu'il est plus puissant que tout cela. Par contre, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de savoir s'il est plus ou moins fort que celui-ci. Donc en vrai, Diego a pas mal d'avantages sur son adversaire. Déjà, il ne craint pas le soleil, lui permettant de se battre à son plein potentiel dans bien plus de situations. Ensuite, il me semble que sa transformation personnelle est bien plus puissante que celle de Sportmax, qui ne devient qu'un simple zombie, là où Diego obtient des capacités physiques rivalisant avec D4C, qui, je le rappelle, sont comparables à Star Platinum, et qui en plus n'a pas de risque de perdre la tête à cause d'une crise de boulimie de viande humaine. Donc Diego semble être plus polyvalent et bien plus fiable que Sportmax, ce qui fait que je le placerai au-dessus. Par contre, comme pour ce dernier, il ne pourra pas grand chose face aux autres, qui semblent être dans une toute autre catégorie. Enfin, pour Jojo Lion, j'ai retenu deux personnages. Déjà, Jobin, qui, un peu à l'instar de Diego, joue son propre jeu de son côté, sans être ni du côté des hommes rochers, ni de celui de Josuke, ce qui le rend très intéressant, en plus de lui offrir une très belle place dans la narration. En effet, il est la cause de plusieurs revirements scénaristiques, et a même le droit à quelques chapitres directement centrés sur lui et son fils. En termes de puissance, son Speed King n'est pas trop mal, permettant de one-shot n'importe qui à portée ou à distance avec des objets piégés. En fait, ce pouvoir pourrait presque s'apparenter à celui de Kira, sauf que là, il produit de la chaleur au lieu de faire exploser. C'est donc un très bon stand pour les assassinats discrets, mais pas vraiment pour du combat direct ou face à plusieurs ennemis à la fois. Donc des ennemis trop puissants comme les hommes du pilier, Vanilla Ice ou Red Hot Chili Pepper le surpasseraient trop facilement. Et des stands permettant d'avoir une grande quantité d'entités à ses côtés comme Justice, Scary Monster ou Limp Bizkit le submergeraient et en viendraient à bout facilement. Mais face à un adversaire comme Tarkus, je pense que Jobin a sa chance, car il a beau être plus fort qu'un humain, il ne peut pas voir les stands. Donc Jobin a juste à attendre le bon moment pour le one shot avant qu'il n'ait le temps de l'attaquer. Et face à Bad Company, là j'avoue que je ne sais pas.
car il nous faudrait plus de données sur les stats physiques de Speed King et les stands de la partie 8 ne sont pas encore assez documentés à ce sujet. Mais je le mets quand même entre Enya et Tarkus. Et enfin, pour le dernier personnage de cette vidéo, parlons de Tamaki Damo. Bien qu'il n'apparaisse pas beaucoup dans la partie, il fait un peu à l'instar de Akira Otoichi, office de boss de la première partie de JoJo Lion, ayant tiré les ficelles de toute cette période, en plus d'avoir tenu en échec toute la famille Higashikata en solo. Son stand vitamine C est proprement terrifiant, permettant à courte portée de ramollir toute personne qui toucherait aux empreintes laissées par son stand. Ainsi, quelle que soit la puissance de son adversaire, Tamaki peut le détruire très facilement si tant est qu'il ait réussi à le ramollir au préalable. Donc je pense qu'il roule sur à peu près tous les personnages présentés plus tôt. Car pour ceux qui auraient oublié, en plus des Higashikata, il a un V2 Killer Queen et Soft and Wet en 2 secondes. Et sa seule faiblesse semble être les attaques longue portée. Donc même des hommes du pilier ou Diego ne pourraient pas rivaliser avec lui. Par contre, Chocolata, lui, a un pouvoir très longue portée. Donc je pense qu'il pourrait en venir à bout. Et Vanilla Ice, on n'en parle même pas. Il peut juste annihiler Tamaki, étant donné qu'il n'a aucune mobilité et qu'il opère souvent dans des espaces clos. Donc je le mettrai juste au-dessus de Wamuu. Voilà pour cette vidéo sur les antagonistes mineurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.